Aujourd'hui, nous allons lire l'œuvre de Rachel Yolam Gorbaïa. Il s'agit de son deuxième livre intitulé Le sourire de l'ombre. C'est un roman que je trouve très intéressant et que je recommanderais à beaucoup de personnes à le lire également. Vous pouvez le commander par Amazon grâce au lien que je mettrai dans la description. Désolé de mon bébé, le petit garçon, le bébé de papa, le footballeur international, qui veut dormir. Maintenant, je vais remettre à sa mère. En fait, nous allons commencer par un petit résumé du livre. Ici, c'est un livre qu'elle a dédicacé à son père, qu'elle m'a dédicacé, moi qui suis le père. Elle écrit ceci là. Elle écrit pour le père de mes enfants, parce que nous avons 2 enfants déjà. Elle écrit donc pour le père de mes enfants qui pour une fois a décidé de me soutenir. Par Rachel Yolam Gorbaïa. Elle a écrit jusqu'à ici. Vraiment, les femmes, elles sont toujours là, toujours en train de dire que nous les hommes ne les soutenons pas. Pourtant, nous essayons de faire le maximum pour être présents, le maximum pour les accompagner dans le quotidien et tout. Mais ça ne suffit jamais. Comme on a l'habitude de dire, la femme est toujours insatisfaite. C'est difficile de satisfaire une femme, mes abonnés. Le résumé du livre. Le résumé du livre, c'est le roman Le sourire de l'ombre explore des thématiques importantes, notamment la mémoire et le poids du passé, la peur et la fascination, ainsi que les conséquences des traumatismes accumulés, pouvant ainsi affecter l'avenir d'un enfant. À travers le personnage de Maria, l'auteur nous prolonge dans plusieurs temporalités entre souvenirs d'enfance, récits du présent et interrogations existentielles. L'écriture est introspective et exprime les dilemmes moraux et les douleurs enfouies. Le sourire de l'ombre symbolise à la fois les souvenirs qui hantent et les vérités cachées derrière les apparences. C'est un roman de quête identitaire, d'introspection et de confrontation à une mémoire collective douloureuse. Qui est Rachel Yolam Gorbaïa? C'est une Camerounaise originaire du Centre. Elle est originaire du Cameroun et auteure et entrepreneur engagée. Installée en Allemagne où elle a poursuivi ses études dans le domaine de la santé, elle exerce le métier d'infirmière avec dévouement tout en menant en parallèle une carrière littéraire. Rachel Gorbaïa est également l'auteur des Larmes d'un véritable bonheur. Le livre, publié également en version allemande, en traduction allemande, Die Kleines eines wahren Glück, témoigne de sa volonté de toucher un public plurilingue et interculturel. Dans son second ouvrage, Le sourire de l'ombre, elle poursuit son travail littéraire avec une plume introspective, ancrée dans une réalité marquée par les blessures de l'âme. Sa voix littéraire se distingue par une sensibilité rare et une capacité à faire dialoguer les mondes, c'est-à-dire l'Afrique, l'héros, et le visible et l'invisible, la souffrance et l'espoir. Nous allons commencer par lire le livre de Rachel Gorbaïa. Nous allons d'abord laisser la partie des remerciements et nous allons directement entrer dans le premier chapitre. Chapitre 1. La vie est une force naturelle qui a le pouvoir de nous enseigner tout en nous maintenant en vie pour mieux assimiler la leçon. Pour certaines personnes, se voir conduit sur un tapis rouge et aborder des éloges de part et d'autre est un signe qui démontre la gloire et le succès. Cependant, il y en a d'autres qui se laissent entraîner dans les engrenages de pensée et d'espoir des rêves réalisés, qui mettent du temps à les concrétiser et qui en veulent à la vie. Seulement, elles oublient que chacun naît avec son étoile et son temps. Je m'appelle Maria, je suis l'unique fille de mes parents et la sœur de plusieurs frères. Je ne peux me prononcer suivant nos créances sociales, car ce qui compte au final, c'est de pouvoir manger à sa faim, boire à sa soif, se vêtir et par-dessus tout, recevoir une bonne éducation. Et pour cela, j'ai été comblé. Par contre, je me trouvais parfois différente des autres, comme si j'étais condamné dans une bulle que personne ne voyait par moi. Je sentais au fond de mon être qu'il me manquait quelque chose. Mais quoi de juste? J'avais des humeurs changeantes, à tel point que je passais facilement du rire aux larmes pour un rien en un très peu de temps, ou à la suite d'une quelconque critique que je pouvais recevoir. Je manquais cruellement de confiance en moi, si bien que ceux qui me côtoyaient au quotidien et qui savaient cerner des personnalités me trouvaient en un mot bizarre. Il m'arrivait de me recouvrir d'une carapace qui n'était pas la mienne, laissant ainsi croire aux autres que tout allait bien, alors que mon cœur saignait en silence. J'avais mal,
Mais je ne savais pas d'où provenait cette solitude, cette tristesse, cette amertume qui m'envahissait jour après jour. Tout commença à l'âge de 10 ans. J'étais dans la dernière classe de l'école primaire, communément appelée cours moyen 2 en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Comme beaucoup d'enfants, on me considérait comme une élève très agitée, têtue, capricieuse. Du moins, tous ces défauts ne m'empêchaient guère de développer un grand amour pour l'école. De cela au moins, j'ai toujours été fier. Je pourchassais l'attention de mes parents, si bien que mon bon niveau scolaire m'octroyait cette opportunité de les savoir fiers de moi. Il le fallait absolument, m'étais-je toujours dit. Et donc, je me donnais à fond quand il le fallait. Grâce à mes efforts et avec l'aide de ma maman, j'obtenais toujours de bonnes notes. Un jour, à l'école, durant l'après-midi, en raison de mon côté bavard et agité, deux de mes camarades et moi fûmes punis par le maître de classe. Il nous fit sortir de la classe et nous mit à genoux à l'extérieur d'une petite véranda et l'on pouvait nous voir de l'autre salle de classe voisine. La récréation arrivant, nous nous réjouîmes déjà de la levée de la punition. Toutefois, c'était sans compter sur le fait que ce dernier me jouait de tout. À mon étonnement, seuls mes camarades regagnèrent leur place. Quant à moi, je restais dehors sous le froid et la pluie tout à la fin de l'après-midi. Heureusement ou malheureusement, arrivé à la maison, je tombais malade. Ma maman, Bénédicte, fut inquiète de la maladie et je dus lui relater ce qui s'était passé à l'école. Soudain, prise d'un ton tiquant courroux, sachant mon état de santé fragile et délicat, elle s'empressa de porter plainte auprès de la directrice de l'établissement. Vu ma peur et mon angoisse incessante face à la réaction que pouvait avoir le maître à mon égard, j'escapolais quelquefois durant ma convalescence pour n'avoir point à retourner à l'école. Néanmoins, Bénédicte m'y obligea et je dus alors, quelques jours après, regagner mon banc. Malheureusement pour moi, malgré cette espoir que je nourrissais de retrouver une situation assez tempérée, je me vis accueilli dans l'établissement avec des regards ricaneux, méprisants et des perpétuels droits de jugement dirigés vers moi. Monsieur Bala, comme il se nommait, avait de plein gré incité mes camarades de classe à se moquer de moi. Je vis tous ces regards braqués sur moi, comme si j'avais de la mouscaille sur le corps. Je reçus des insultes et même des menaces de la part de certains redoublants, pour qui ce dernier était un héros. D'un côté, j'avais du mal à suivre la réaction d'autres camarades avec lesquels j'avais été dans les classes précédentes, sachant que tout comme moi, le maître du cours moyen de les effrayait. Étais-je juste la plus malchanceuse? Tout compte à faire, face à ces lourds ressentis et ce besoin psychologique de vouloir être aimé qui je me repliais sur moi et refusais de retourner à l'école, si bien que ma mère ne lâcha point l'affaire et œuvra ainsi plus de haine pour régler ce souci avec l'établissement. En effet, M. Bala, enseignant du cours moyen 2, était un homme très dur de caractère. Il aimait gronder et taper sur les élèves si besoin était. Certes, il aimait sûrement enseigner car il le faisait d'ailleurs très bien, mais sa manière d'être dur et strict le faisait paraître pour la plupart des élèves comme un bon méchant. Quand j'étais dans le niveau inférieur, c'était pour moi l'instituteur à éviter. Le simple fait d'avoir écouté ces épopées développa en moi une énorme crainte, à tel point que je ne voulais en aucun cas me retrouver dans sa salle de classe. Hélas, dans cette école et à cette époque, il n'y avait qu'un seul cours moyen d'eux. Et c'était le fameux M. Bala qui la dirigeait depuis des années déjà. Je n'eus donc bien d'autre choix que de l'avoir pour enseignant. Pour être honnête, j'avais subtilement soufflé à mes parents, à la veille de la rentrée, mon souhait de changer d'établissement. Mais, n'ayant aucun argument pour justifier cette envie si soudaine, je dus me plier à l'avis de mes parents qui ne faisaient que leur devoir, celui de me scolariser. Après le dépôt de la plainte à l'endroit de M. Bala, il s'avéra que ce dernier avait déjà plusieurs fois reçu des citations venant d'autres parents d'élèves. Mais, disait-on, qu'il fallait une plainte de plus pour que cela entraîne des conséquences et provoque son renvoi. Je fus très soulagé dans mon fond intérieur de son départ car je me disais qu'enfin j'allais pouvoir retourner à l'école. C'était sans imaginer que ce renvoi susciterait
plus de haine à mon égard, non plus seulement de la part de mes camarades, mais aussi de ses collègues de ces derniers. C'est ainsi que commença ce sentiment de recul et de solitude. Je me repliais dans ma coquille, je recevais des mots méchants qui me frustraient. J'avais l'impression de faire partie d'un autre univers où j'étais seul contre tous. J'avais très honte de parler, peur de jouer comme avant ou même de faire un acte quelconque. Ma bonne humeur avait complètement disparu. Je ne voulus point le dire à Bénédicte, de peur d'augmenter la rage de tout l'établissement à mon endroit. Je devais juste subir en silence cette malheureuse situation. Ai-je bien fait de parler de cette punition qui m'avait valu une fièvre causée par le froid et la pluie? Je me le demandais sans cesse, sans trouver de réponse adéquate. Je culpabilisais face à tous ces regards méprisants et insultants. De plus, à cause de toutes ces menaces que je recevais de mes camarades de classe, j'étais épeuré. Je ne trouvais le sourire qu'à la suite de mon résultat favorable à l'examen blanc qui m'avait valu d'obtenir la première note. Comme un cadeau du ciel, ce résultat laissa place à de nombreuses interrogations de la part d'un bon nombre de personnes, notamment des autres encadreurs qui étaient très surpris. C'est alors que cette réussite me permit de retrouver une nouvelle stabilité sociale au sein de l'établissement. Les instituteurs qui, avant, me parlaient avec rage et un visage ivre de colère, se mirent peu à peu à donner raison à ma mère pour avoir porté plainte et conclure ainsi que M. Bala m'empêchait de déployer mes talents. Car, dans mon subconscient, je le craignais. La frousse que fait éprouver un enseignant à un élève l'empêche de s'épanouir pendant son cursus et limite sa réussite. Certes, il faudrait punir les élèves lorsqu'ils font des fautes. Toutefois, il serait judicieux de ne point mettre en péril leur santé mentale et physique, car dans une société où la santé a un coût, tout parent ne peut l'assurer avec aisance. Beaucoup de personnes ont la fâcheuse habitude, ou je dirais l'insouciance, d'ignorer le côté psychologique des enfants. Je ne saurais dire si mon interrogation à ce sujet résultait juste de mes craintes éprouvées à cette période. Mais je m'étais toujours dit que si M. Bala avait été un maître à la rigueur moins charin et au regard moins noir et frustrant, la punition qui m'avait affligé ne m'aurait sûrement pas fait mal intérieurement et physiquement, car je ne l'aurais point encaissé de manière à le voir méchamment. Après quelques semaines, nous reçûmes une nouvelle maîtresse, Madame Mbolo, une femme si gentille et aimable. Je me souviens comment mes camarades et moi allions à la fin des cours, chaque samedi lui apporter notre aide dans ses tâches ménagères. Nous faisons sa vaisselle et balayons sa cour. Tout ceci sans qu'elle ne nous l'ait demandé. J'étais si content d'avoir une institutrice qui m'aimait comme une maman. Je ne saurais expliquer cette soif d'affection que j'avais développée à cet âge. Mais savoir que les gens m'aimaient me faisait m'aimer moi-même. Toutefois, malgré ce début d'année scolaire qui m'avait chamboulé émotionnellement, j'ai reçu mon certificat d'études primaires et pu enfin entrer dans ce grand monde qui était le collège. C'est fini pour le premier chapitre, nous commençons au deuxième chapitre. Chapitre 2. Personne, encore moins moi, ne donna une concrète explication à cette aura que j'avais, qui me permettait de me faire apprécier dans les établissements en raison de mes bons résultats durant les classes antérieures. C'est ainsi que j'obtins une place dans un complexe scolaire pour commencer ma première année de collège. Comme tout bon élève, j'étais motivé en classe, un peu retardataire, mais assidu. Le bavardage, mon ami de toujours, je dirais que nous étions frères, car, disait Maria, il ne manquait pas un jour où mon nom ne figurait pas dans la liste des bavards. C'est alors que je me faisais régulièrement punir comme il le fallait par mon surveillant de secteur, M. Curtin. Pour le travail en classe, il était toujours bon. J'avais un bon rang lors des remises de bulletins. Mon grand problème était l'intégration parmi les autres. Car malgré ma grande bouche bavarde, j'étais tout de même très timide et je manquais beaucoup de confiance en moi. J'avais honte de tout ce que l'on pouvait dire sur moi, plus encore sur ce squelettique corps que j'avais. Dans cet établissement se trouvaient également certains de mes anciens camarades du primaire. Parmi eux, il y avait une fille de ma tranche d'âge que j'affectionnais particulièrement. Au bout de quelques mois de classe, les groupes se formèrent et ainsi que les histoires se partageaient entre les élèves.
Je ne me doutais guère que la mienne était racontée comme si j'étais l'actrice principale du film L'élève qui renvoie les enseignants qui passait en bouche à oreille. Et ainsi, pendant une punition, mon nom fut inscrit sur la liste des bavards comme à l'accoutumée. Paradoxalement, j'étais une très grande pleurnicharde et peureuse du fouet, mais ma bouche ne savait pas se fermer pendant les heures de permanence. Bien évidemment, je me suis mis à pleurer lorsque j'ai reçu les coups de fouet de monsieur Kouyaté sur mes maigres fesses en chair. Il fallait voir ce maigrelet petit corps qui se crémoussait et gesticulait de partout dans la salle de classe. Tout d'un coup, un élève s'écria très fort. Monsieur Kouyaté, elle risque de vous faire renvoyer comme elle a fait avec son maître du primaire. À ce moment précis, je sentis une grande honte m'envahir. Je vis les visages ricaneux des autres et j'eus l'impression que mon cœur venait de recevoir une décharge électrique. Cette affirmation suscitait davantage la colère du surveillant qui répliquait aussitôt. Si elle s'en sent capable, alors qu'elle le fasse. En attendant, elle recevra tout de même cette correction. Monsieur Kouyaté s'appliqua davantage dans les coups de fouet qu'il me donnait, même si les paroles qui avaient été lancées m'avaient figé comme une statuette en silicone, vu qu'en ce moment, mon conscient était bloqué dans la douleur du fouet et je ne souhaiterais qu'une chose, que le nombre de coups à recevoir se termine pour que je puisse aller poser ma tête contre le banc et essuyer mes larmes. Mais qui avait divulgué cette information à cette fille qui n'était pas avec moi au primaire? Je fus surpris et déçu à la fois en apprenant que cette rumeur que je voulais tant oublier fut propagée par cette amie que j'appréciais tant. Depuis lors, je compris que l'amitié entre filles n'était que pur mirage. Tu pouvais bien les aimer et les considérer, mais de leur côté, tu recevais juste de l'hypocrisie. Dès ce jour, je me débrouillais pour éviter à nouveau le contact avec M. Kouyaté. Aux heures de permanence, je préférais m'endormir ou m'amuser avec ma petite poupée Solange que je mettais discrètement tous les jours dans mon sac à dos. Mais à trop vouloir éviter les problèmes, ceux-ci arrivaient tout de même et sans même les avoir cherchés. C'était la semaine où le paiement de deuxième tranche de scolarité survenait. C'est alors qu'une élève de la classe se plaignait du vol de son argent de pension. Tout bonnement, certains camarades et moi prîmes les devants pour rechercher la dite somme. Nous lorgnâmes de banc en banc, sans oublier les sacs de tous les élèves de la classe que nous fouillâmes très minutieusement. En suivant un long couloir tout en marchant, je constatais à un niveau et à un coin précis du banc un papier bien enroulé. Je m'avançais alors davantage pour voir de quoi il s'agissait en réalité. À la surprise de tous, c'était la somme exacte qu'avait réclamée la plaignante. Si recouvrer cet argent me paraissait un problème résolu, eh bien, j'étais loin du compte. En effet, cette découverte me mit sur la sellette. Je me revis en un instant lors de ma première année de primaire où j'ai subi une humiliation qui jusqu'aujourd'hui fut loin d'être facile à oublier suite à l'erreur que je commis. Pour la petite histoire, je faisais la CIL dans le même établissement où j'ai fait la plupart de mes classes élémentaires. C'est alors qu'un soir, après la fin des cours, notre maîtresse nous avait libérés. Et comme tous les jours, le nettoyage de la salle de classe devait se faire par les élèves selon les groupes de balayage respectifs. De ce fait, c'est mon groupe qui devait effectuer le nettoyage de la classe. Chacun avait un petit boulot à faire et moi, après les classes, chacun avait un petit boulot. Chacun avait son petit boulot à faire et moi, après les bancs, je devais m'occuper de la table de la maîtresse. Je remarquai alors une pièce de monnaie de la valeur de 100 francs CFA et, malencontreusement, je me permis de la garder sans toutefois me douter qu'elle pouvait appartenir à la maîtresse. Voici donc la maîtresse revenue chercher sa pièce oubliée, sans pouvoir la trouver à l'endroit où elle l'avait laissée. Elle nous interrogea. Prise de panique, je tendis ma main pour restituer l'argent. En Afrique, lorsqu'un élève est pris en cas de vol, il se fait huer par les autres. C'est ainsi que j'ai reçu cet après-midi-là une grosse ignominie. Par hasard, une de nos voisines du quartier, de 2 classes, mon aîné, passait par là et constatant que la présumée voleuse n'était autre que moi. Maria. De retour à la maison, comme il fallait s'y attendre, cette dernière s'était empressée de marquer le pas malgré la pluie qui s'abattait pour venir apporter les faits à ma mère.
De la pièce où je me trouvais, j'entendis un grondement de ma mère qui criait en disant: Elle est où cette voleuse? Dans la maison de qui? Maria, viens ici rapidement. Mais qu'est-ce que je fus copieusement bastonné par ma maman Bénédicte ce jour? Je fus lui promettre de ne jamais plus récidiver, de ne plus jamais récidiver. Faute de quoi, je me verrais infliger une bastonnade publique devant tous mes camarades de classe. C'est ainsi qu'une accusation de ce genre, de nouveau pointée à mon endroit, me fit fondre en larmes. Je n'eus pas le courage d'en informer ma mère et je voulus gérer en grand car je ne me reprochais de rien. Je ne sais d'où me venait ce courage, mais je savais que je devais par tous les moyens éradiquer cette fausse étiquette collée sur mon nom. Malgré la honte des regards et les doigts dirigés vers moi, la tête haute, je savais au fond de moi que la vérité suivit toujours. Nul ne saurait être accusé innocemment et s'en réjouir. La grâce de Dieu fut à ma faveur, car, me rappelant clairement ce jour où l'argent avait été perdu, j'omis d'émettre qu'avant de me diriger à l'endroit où je trouvais la somme, la présumée victime m'incita fortement à aller précisément fouiller dans ce coin de la salle. Alors, lors du rassemblement, un lundi, pendant lequel il était question d'éclairer cette situation troublante, devant le grand public, qui n'était que la réunion de tous les élèves du complexe. La force et le courage qui m'animaient me permirent d'obtenir gain de cause. La faute fut rejetée sur cette élève prétendant avoir été volée. Elle finit par avouer qu'elle avait remarqué, après que la fouille avait été lancée, que son argent n'avait point disparu du livre où elle l'avait placé. Donc, personne ne l'avait volé. L'idée lui vint de la mettre dans du papier et, à l'insu de tous, de le placer où il fut trouvé. Cette vérité dévoilée lui valut une bastonnade publique. Je fus donc innocenté et pus retrouver ma joie du début qui aurait pu me quitter définitivement si le concret s'était produit. Tout compte fait, qui ne connaît pas de scandale dans sa vie ne peut dire avoir réellement vécu. Cette première année de collège fut, au-delà de cette expérience, un grand succès. Je fus nommé en fin d'année deuxième meilleur élève de ma classe et j'ai reçu pour cela l'un de nombreux prix destinés aux brillants élèves de l'établissement. Chapitre 3. Les vacances avaient sonné à la porte. Le mois de mon anniversaire aussi. Je devais avoir 12 ans. Pour marquer l'événement, j'organisais un petit cocktail avec l'aide de ma maman à la maison. J'ai fait convier certains de mes camarades à y prendre part afin de passer du temps avec eux une dernière fois avant le grand départ du quartier qui allait nous éloigner d'un bon nombre de personnes. Un nouveau lieu, une nouvelle école, de nouveaux visages m'attendaient. Cependant, je ne peux oublier de narrer ces belles vacances qui berçaient cette dernière année dans mon beau quartier d'enfance. Nous avions de voisins géniaux. Je me rappelle comment chaque week-end, nous, enfants du quartier, organisions de petits jeux de mannequinat. Et notre aîné Lorissa nous montrait les différents pas accomplis pour exécuter une belle présentation à la hauteur d'un vrai mannequin. Pour une fois, ma longue taille affinée me faisait rêver d'exercer ce genre de métier. Mes autres petites voisines, après avoir longuement joué, je dois avouer que ce quartier m'a toujours manqué en grandissant, car cet amour que nous avions entre enfants se fit rare après notre départ, et il me fut difficile de retrouver cette même joie dans la nouvelle maison où nous aménageâmes. L'aménagement fut un grand succès. Ce nouveau cadre, pas complètement fini, mais propice pour y vivre, était très spacieux et beau. À mes côtés, mes plus grands amis Jackie, notre chien, et Solange, ma meilleure amie, qui n'était qu'autre qu'une poupée Barbie. Je ne saurais oublier mes frères un peu casse-pieds, mais tout aussi adorables. Par ricochet, notre déménagement fut marqué par une belle scène qui, pour ma part, restera à jamais gravée dans mon cœur. Alors que nous avions tout chargé dans la voiture, que la maison était nettoyée et prête à être fermée derrière nous après notre départ, il fut temps de prendre la route vers cette nouvelle demeure qui allait dorénavant nous abriter. Cependant, Jackie, notre beau chien blanc, de race étrangère au poil doux et câlin, qui avait grandi avec nous depuis mon premier jour, était introuvable. Nous l'avons cherché dans tous les recoins du quartier avant que nous entendions maman Bénédicte dire « Pardon, nous avons encore quoi à faire, partons ».
La mine Christ, le regard noyé de quelques larmes qui se dessinaient déjà à l'horizon. Pardon, nous avons encore beaucoup à faire, pardon. La mine Christ et le regard noyé de quelques larmes qui se dessinaient déjà à l'horizon. Mon ami qui faisait de son mieux pour courir tout en aboyant, et moi, de voix vive, je l'encourageais à multiplier les appels par son nom. Aussi loin qu'il était, et aussi loin que nous étions déjà, il avançait sans s'arrêter. Et à un moment, il bondit derrière le pick-up dans lequel nous étions. Pas seulement moi, mais tous, nous trouvâmes cela émouvant et beau au point de nous en réjouir pendant des jours. La rentrée scolaire dans mon nouveau collège fut une grande surprise pour moi. Il était grand, renommé, de plus, comptait en son sein 4 fois plus d'élèves que dans mon ancien établissement. Pour moi, il s'agissait d'une grande jungle où, pour s'en sortir, vu le nombre d'élèves par classe, il fallait travailler très dur. Comme il n'était pas totalement évident pour moi de me démarquer comme je l'aurais souhaité, j'essayais quand même de n'être pas très loin du classement des 15 premiers de la salle de classe. J'avais redoublé d'efforts car pour moi, le meilleur moyen de me faire connaître dans le collège était de me démarquer des autres. En gros, d'être la plus intelligente. C'est pourquoi mon amour pour l'école se développa davantage. Malheureusement, durant une année scolaire, l'envie fut mon gros souci. J'enviais la vie des autres élèves de la classe. Je voulais leur ressembler, marcher avec eux et être comme une de leurs. Mais bizarrement, les riches se reconnaissaient bien entre eux, donc ce ne fut pas une porte d'accès pour moi. Je ressentis un rejet de leur part, et ceci développa en moi ce désamour pour toutes les personnes de leur rang qui, de surcroît, se prenaient la tête. Je parvins néanmoins à me faire quelques amis. Riches ou pauvres, peu importe, car l'essentiel était de ne pas me sentir seul. D'ailleurs, j'avais toujours ma cousine à mes côtés. Elle était en quelque sorte cette amie et en même temps cette sœur que je n'avais pas. Je savais que je pouvais toujours compter sur elle car elle avait toujours été à mes côtés, avec beaucoup de peine pour atteindre le sommet. L'année s'acheva sur une bonne note, pas celle que je souhaitais, mais l'une parmi les meilleures. C'est ainsi que je gagnais ma place pour accéder à la classe suivante. Contrairement à la classe précédente, la quatrième fut la meilleure année pour moi et même la meilleure de tout mon cursus scolaire. J'ai eu des amis. Le succès à l'école était également au rendez-vous. Je ne rencontrais point de difficultés car j'étais moyen dans toutes les matières et cela me plaisait. Je me rappelle cette occasion qui m'avait offerte et par ce bon rang que j'avais obtenu progressivement d'aller défiler lors de la célébration de la fête de la jeunesse. Quelle joie je ressentais! Le thème de cette année portait sur le VIH-Sida. C'est alors que les journalistes passaient des micros aux élèves pour poser des questions relatives à la maladie et les précautions à prendre. La journaliste m'interrogea. Que faut-il faire pour éviter de contracter le VIH-Sida? Il est très important de se protéger avant tout rapport sexuel pour éviter de contracter le sida, répondis-je à la journaliste de me sonder par la suite. Quel âge avez-vous? 13 ans, j'ai dit naïvement et inconsciemment. Quelques instants plus tard, je m'interrogeais sur l'importance de connaître mon âge. Avais-je mal répondu? Ou ma réponse laissait-elle supposer une pensée immature? Mais qu'est-ce que je m'étais fatigué la tête tout à la fin de cette journée-là pour comprendre pourquoi j'étais la seule de mes camarades à qui la journaliste avait demandé l'âge. Néanmoins, je profitais de ce beau jour qui était une première pour moi. Par la suite, la grâce a voulu que mon brillant travail m'octroie le rang de première dans ma salle de classe. Le succès me montait tellement la tête que je me comportais comme une fille égoïste et hautaine, au point de dire à qui voulait l'entendre des paroles assez mordantes qui, jusqu'aujourd'hui, me laissaient taire coupable. J'avais certes de bonnes notes, mais un sale caractère. On aurait dit une fille manquant de base de l'éducation qui sont l'humilité et le respect du prochain. Je m'étais caché derrière cette vaine gloire qui n'allait d'ailleurs durer que le temps d'un trimestre pour me venger d'avoir été invisible assez longtemps aux yeux de la plupart des élèves de la classe. Je me disais que je pouvais obtenir ainsi le respect et de la notoriété, en oubliant par contre que la chicotte divine
savait remettre chacune à sa place. Qui ne commet pas d'erreur ne peut dire qu'il s'agissait. Oui, j'avais beaucoup appris. L'année scolaire, comme toujours, fut couronnée de succès. Mais hélas, où était passé ce rang que je vantais tant et les prix que je rêvais de rafler depuis le début d'année? Ils m'ont échappé d'un rang et voilà le résultat de mon mauvais comportement. Tout comme tes faits, je grandissais et je pensais que sans certaines situations vécues au quotidien, je ne serais pas devenue la femme que je suis aujourd'hui.